Bonjour tout le monde et bienvenue à Profession homéopathe. Je suis Ingrid Schutt et je reçois aujourd'hui Denis Fournier, notre expert en histoire. C'est carrément un exégète qu'on a avec nous aujourd'hui. Denis Fournier est homéopathe depuis quelle année, Denis? Depuis 1984 officiellement. Je suis dans le milieu de l'homéo depuis plus longtemps que ça. Mais... Oui, cofondateur du SPHQ, Syndicat professionnel des homéopathes du Québec, grand défenseur de l'homéopathie, et tu nous représentes auprès de Santé Canada dans tout ce qui est expertise homéopathie. Denis, merci infiniment de venir parler avec nous de l'histoire de l'homéopathie pour une deuxième émission. Denis, il y a un aspect de l'histoire de l'homéopathie que je trouve bien cocasse. C'est celle des gens qui, au départ, étaient des détracteurs de l'homéopathie, dont la mission était passionnée et ce qu'ils voulaient à tout prix, c'était de démolir l'homéopathie à travers des articles ou de toute autre façon possible. Et qui s'y frottent, s'y piquent, ils ont attrapé la piqûre de l'homéopathie. Alors, raconte-nous l'histoire de Hering en particulier. Je l'adore, cette histoire-là. C'est ça. Hering est un étudiant en médecine qui est en train de faire... il s'appelle Constantin Hering. On est en quelle année, là, à peu près? On est en Allemagne? Oui, on est en Allemagne. On est en 1820, à peu près. Mm-hmm. Et puis... oui, c'est ça, en 1820. Et puis, Hering est un étudiant en médecine qui fait... parce qu'à l'époque, tu suivais les cours théoriques, et puis après ça, tu allais pratiquer avec un médecin. Et puis lui, il est avec un médecin à qui un éditeur demande... L'éditeur, c'est intéressant de savoir son nom, il s'appelle Baumgartner. Et Baumgartner demande à ce médecin-là d'écrire un pamphlet sur l'homéopathie parce que ça n'a pas d'allure, cette histoire-là, puis il faudrait bien en finir avec ça, etc. Mais le professeur en question, il n'a pas le temps, alors il demande à son étudiant, Hering, d'écrire quelque chose, tout ça. Alors, Hering, il se met à lire ce que Hahnemann a écrit et tout ça, parce que 1820, quand même, les ouvrages principaux qui font de l'homéopathie sont là depuis déjà plusieurs années, puis il se met à lire ça, et puis plus il lit, plus il s'intéresse à la question, puis il s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose. D'intéressant, qui a de l'allure. D'intéressant. Mais en fait, ce qui va être déterminant chez lui, c'est qu'un jour, en faisant une autopsie, il se blesse. Il y a une blessure chirurgicale, c'est-à-dire qu'il se blesse avec un scalpel. À la main droite. L'index de la main droite. Ouais. Alors, il blesse son index, et puis... il sait l'issue. Il sait que c'est fatal. Mm-hmm. Parce qu'on n'a jamais réussi à se défaire d'une blessure chirurgicale. Ou bien c'est l'amputation. Et très souvent, c'est pas le doigt, c'est la main. Mm-hmm. Ou bien c'est la mort. Parce qu'il y a une gangrène qui s'installe dans sa main. En fait, il va faire une infection généralisée. Tu sais. Mm-hmm. Et... on va soigner localement très souvent la plaie pour essayer de la contenir, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Ouais. Il connaît l'issue qui est souvent fatale. Ouais. Et il ne peut pas se résoudre au fait de... Il veut devenir chirurgien. Il ne peut pas se résoudre au fait de perdre un doigt. Ouais. Hein? Alors, il cherche des moyens, puis, en fait, ce qui va l'inspirer, c'est les écrits d'Hahnemann. Ouais. Alors, il contacte un médecin qui s'appelle Rummel, qui, dont le frère connaît Hahnemann. Et le frère est aussi homéopathe. Alors, le frère homéopathe, il lui propose d'essayer un remède. Mm-hmm. Et il lui donne le remède par la bouche. Mais Hering est un peu surpris parce que sa blessure, c'est au doigt. On devrait mettre une crème ou un médicament externe. Ouais. Non, il le prend par la bouche. Alors, tu es un peu sceptique. Ouais. Sceptique. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Exactement. Alors, le remède, c'est Arsenicum album. Oui. L'arsenic blanc. Et Hering guérit. Il ne perd pas son doigt. Mm. Un jour, il va écrire, d'ailleurs, à Hahnemann, d'ailleurs, la main avec laquelle je vous écris porte le doigt que je vous dois. Je ne vous dois pas juste ma main, je vous dois tout mon corps et toute mon âme.
Wow! C'est quelque chose, hein? Magnifique. Il y a un portrait de Hering à Washington, au National Center for Homeopathy. Une huile magnifique. Et on voit Hering assis avec la main sur le bras de la chaise qui pend. Oui. Mais toute la lumière, quand on sait cette histoire-là, on comprend le sens du tableau. Toute la lumière est mise sur le doigt. Sur son doigt. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, il va arriver cette histoire-là, elle va se répéter quelques fois dans l'histoire de l'homéo, en fait. Chez plusieurs médecins. Et Guidi, par exemple, qui était un assistant d'Hahnemann, c'était la même chose. Il avait une épaule qu'il avait fait soigner pendant des années. Il avait perdu même l'usage de son bras pendant des années. C'est Hahnemann qui va le sauver. Von Brunov, qui est le premier traducteur d'Hahnemann en français, c'est la même chose. Il est étudiant. Il est malade depuis des années. C'est encore Hahnemann qui va aller le chercher, tu sais. Mais ce sont tous des gens qui doutent, en fait. Ouais. En Inde, il y en a un qui s'appelle Sircar. Sircar, c'est une éminence. C'est un personnage important dans le groupe des médecins de cette époque-là. Ouais. On remonte encore à la fin du 19e siècle. Et puis, c'est par expérience. C'est ça la leçon à tirer de... Fin du 19e siècle, ouais. Fin des années 1800. Oui. C'est la leçon à tirer de l'expérience de Hering, c'est celle-là. Oui. C'est que le discours ou les écritures suffisent pas. C'est l'expérience qui est déterminante. Absolument. Si Hering n'avait pas fait l'expérience, est-ce qu'il aurait continué à douter? Oui. C'est fondamental dans le développement de l'homéopathie parce que c'est fondamental dans le développement de l'homéopathie parce que Hering, après cette expérience-là, il va délaisser le professeur en question. Et puis, l'éditeur qui avait demandé la production de l'ouvrage va devenir un des plus grands fervents de l'homéopathie. Ah, j'adore ça. Oui, parce que... Fascinant. Oui, parce qu'il va produire plusieurs ouvrages de Hahnemann. Oui. Il va le connaître, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs à lui qu'Hahnemann va confier la première fois, avant tout le monde, qu'il est en train de travailler sur quelque chose de spécial qui s'appelle les maladies chroniques. Et Hering... va s'embarquer dans une expédition pour l'Amérique du Sud. Il va s'installer au Suriname, le Suriname, c'est la Guyane néerlandaise, je pense. Il va s'installer au Suriname pour aller faire des expérimentations. Et c'est là que la première fois, il va faire l'expérimentation du lachesis, du venin de serpent, en homéopathie. Alors, Hering commence à pratiquer l'homéopathie au Suriname. Il envoie beaucoup d'informations en Allemagne. Il va écrire beaucoup d'articles qu'on va reproduire en Allemagne, dans les journaux homéopathiques qui naissent à cette époque-là. Et puis, un jour, il décide de retourner en Allemagne, mais le bateau passe par les États-Unis. C'est l'hiver. Ils ont un petit peu de difficulté avec le transport. Alors, ils décident finalement de rester. Il va rester le reste de sa vie. Il reste là toute sa vie. Et Hering en fait, on le considère comme le père de l'homéopathie en Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, s'il avait perdu son doigt, ça ne serait jamais arrivé. Hein. Et s'il n'avait pas eu l'ouverture d'esprit de vouloir savoir d'abord. De vouloir savoir davantage, au lieu de simplement écrire Exactement. pour dilapider l'homéopathie sans faire l'expérience. Le lien est intéressant à vouloir savoir parce que sur le titre, la page de titre de l'Organon, qui est l'ouvrage principal de l'homéo, l'Organon de l'art de guérir, il y a une petite phrase qui dit en latin « aude sapere ». Aude sapere, c'est une phrase qui vient de l'époque des Lumières, dont on a parlé. Puis aude sapere, ça veut dire « ose savoir ». Ça veut dire, avant de dire n'importe quoi, OK, essaie donc pour voir les choses, essaie-les pour voir si... explorer. Oui, tu vas explorer et va voir et tu vas savoir s'il se passe quelque chose. C'est parce que c'est l'expérience qui est déterminante. Fascinant, fascinant. Il nous reste combien de temps? 2 minutes, Alain. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de l'homéopathie à Montréal, au Québec? Montréal a eu son hôpital homéopathique. Oui. Montréal a eu... Au Québec, on avait... la profession homéopathique était reconnue. Oui, le premier homéopathe officiellement, là, le premier homéopathe au Canada, c'est un homéopathe montréalais d'origine écossaise qui s'appelait Arthur Fisher, qui, en 1842, probablement décide d'étudier l'homéo. Le parcours de Fisher est intéressant parce que Fisher, c'est un médecin
d'apprentissage conventionnel, qui décide, après ses études, de faire un voyage en Europe pour aller se perfectionner particulièrement en ophtalmologie. Mhm. Alors, il va à Vienne parce que c'est la place. Et puis, à Vienne, il rencontre 2 médecins britanniques, Drysdale et Russell. Mhm. Et les deux ont commencé à faire de l'homéo. Et puis, à Vienne, il y a un hôpital, l'hôpital de la Charité, où est-ce qu'on pratique l'homéopathie. Mhm. Et puis, ils disent ça à Fisher, tu devrais aller voir ça, cette affaire-là. Alors, Fisher va voir. Et puis, il s'aperçoit qu'effectivement, les statistiques sont étourdissantes. Les gens récupèrent plus vite, ils sont moins malades, ils guérissent enfin. Alors, il est tellement convaincu qu'il s'achète une trousse de remèdes homéopathiques Ouais. et il amène au Canada la première trousse de remèdes homéopathiques et il commence à pratiquer en 1842. Merveilleux. 1842. 1842. Premier homéopathe au Canada, qui était où au Canada? Il est à Montréal. À Montréal. Oui, c'est ça. Et en fait, Fisher avouera jamais son allégeance à l'homéopathie publiquement, de peur des représailles. Parce que déjà, tous ceux qui prononcent le mot homéopathie... Déjà à l'époque. Ah oui, on veut rien savoir, là. Mhm. En fait, c'est le milieu médical conventionnel qui, comme aujourd'hui, comme toujours, en fait, ceux qui ont le pouvoir, quelque part, ils ne veulent pas le partager. Puis c'est ce qui se passait. On veut maintenir un monopole. On veut maintenir un monopole. Et Mhm. il se passait la même chose à l'époque. Et l'hôpital homéopathique, alors, lui, il est fondé à Montréal. Oui. L'hôpital homéopathique, quelle il faut attendre à la fin du 19e siècle, vers 1880, qu'il va être fondé. L'Association homéopathique de Montréal naît en 1865. En fait, ça se passe à l'époque ça se passe à l'époque du début de la Confédération. Et l'hôpital homéopathique est fondé par Griffith père? Non, Fisher fait probablement partie du groupe. Je ne me souviens plus exactement quels sont les fondateurs. Peut-être que Griffith père est là. Je ne suis pas certain. Ah oui. Ah, mais Griffith père, lui, il est directeur. Oui, il va être directeur. Puis ensuite, Griffith Griffith va arriver à sa suite. Et Griffith, lui, parle-nous un petit peu de Griffith avant qu'on fasse là. Oh, il faut déjà qu'on aille à la pause. On vous revient tout de suite. Vous écoutez Profession homéopathe. Je suis Ingrid Schutt et je reçois Denis Fournier. Vous êtes sur Radio Mieux-être. À tout de suite. Nous sommes de retour de la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être avec Ingrid Schutt et je reçois Denis Fournier, expert en histoire de l'homéopathie. Denis, avant la pause, on parlait de Randall Griffith, fils, et son père et l'hôpital homéopathique. Mais est-ce que tu pourrais nous reparler brièvement de l'association des homéopathes? Oui. En fait, l'Association homéopathique de Montréal, c'est d'abord une association qui se passe dans le milieu anglophone. À l'époque, on parle toujours à l'époque, oui, c'est ça. Alors, on est en 1865. Oui, parce que l'association actuelle, ça s'appelle le SPHQ. Oui, c'est ça. Mais là, on retourne dans l'histoire. L'association de l'époque, c'est en 1865. Alors, comme je le disais à propos de Fisher, dont on parlait tantôt, ce sont des Écossais, particulièrement, qui amènent l'homéo ici au Québec. Et puis, c'est à travers eux que naît l'association qui s'appelait Montreal Homeopathic Association. Mm-hmm. Alors, ils vont monter un dispensaire d'abord dans les années 70-80, 1880. Oui. Et puis, rapidement, ils vont... Mais ça se passe en termes de 10 ans. Ça prend 10 ans avant qu'arrive quelque chose. Oui. Un autre 10 ans plus tard, là, on trouve les fonds. En 1896, en fait, on fonde l'hôpital homéopathique sur la rue University, tout près de McGill, de l'Université McGill. Et puis, rapidement, après 1 an ou 2, il faut agrandir déjà l'hôpital. Donc, ils achètent l'édifice à côté, puis ils vont acheter encore l'autre édifice, le 3e, à côté. Mm-hmm. Et puis, finalement, l'hôpital va déménager sur une petite rue qui s'appelle Marlow, tout près de Sherbrooke-des-Caries, c'est tout près de là. C'est l'actuel centre Reine-Élisabeth. C'est ça, parce que l'hôpital, qui s'appelle Montreal Homeopathic Hospital, va garder sa vocation homéopathique jusqu'en 1952-1950. À ce moment-là, probablement qu'il ne se fait pas beaucoup d'homéo, et on décide d'appeler l'hôpital Montreal Queen Elizabeth Hospital. Oui. Et il y a encore la plaque en avant. Oui, c'est ça. Il y a encore une plaque rue... sur la façade de l'hôpital, dans le coin à droite, là, à la hauteur de 3-4 pieds de haut. Là, il y a encore une plaque qui dit que Montreal Homeopathic Hospital, cette pierre a été érigée le 21 janvier 1931. Quelque chose comme ça.
Évidemment, il n'y a plus de vocation homéopathique, mais quand même, il y a des homéopathes encore au centre Reine-Élisabeth. Et jusqu'en 1970, oui, il y avait... l'association a eu un statut légal au Canada et dans le Bas-Canada, qui est devenu la province de Québec en 1865. Et la vocation de l'homéopathie, en fait, l'approche homéopathique change beaucoup entre les deux guerres mondiales et c'est ça qui va faire qu'il y a de moins en moins de pratiques homéopathiques dans les hôpitaux et que les médecins se tournent vers les moyens plus modernes. Mais en fait, à l'hôpital homéopathique, on va conserver une pratique homéopathique quand même importante très longtemps. Griffith père, qui enseigne à son fils, Griffith fils, Randall. Qui est l'inventeur de l'anesthésie moderne. Oui, c'est ça. d'aujourd'hui. Alors, Randall, il se promène avec son père à travers les lits de l'hôpital, et puis le père dit au fils, ça c'est un bryonia. Puis il dit l'autre, ça c'est un pulsatilla, en nommant le patient du nom d'un remède. Oui. Parce qu'en homéopathie, on fait ça souvent. C'est-à-dire que au lieu de dire c'est un bronchique ou c'est un je sais pas quoi du nom d'une maladie, on nomme plutôt le nom du remède. Parce que en homéopathie, ça décrit le personnage, ça décrit ses symptômes, le nom du remède décrit comment il réagit à sa maladie, comment il cherche à se défendre. Parce que c'est pas le diagnostic qui va déterminer le remède d'une personne, mais c'est vraiment l'état. De la personne. Oui, dans quel état psychologique, mental, physique elle est, c'est ça qui va faire qu'on va choisir un remède ou non. On peut voir 25 personnes qui souffrent d'une bronchite et les 25 vont avoir un remède différent. C'est ça. Donc, si c'est un pulsatilla ou un bryonia ou un belladonna... Ils font peut-être tous une bronchite. Oui, mais selon la cause, selon les symptômes spécifiques. C'est ça. Et probablement que dans ces lits-là, ils faisaient tous la même maladie, mais ils avaient des remèdes différents. D'où, ça c'est un bryonia, puis ça c'est un pulsatilla. Oui. L'Association homéopathique de Montréal garde son statut légal jusqu'en 1970. Mais je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant à propos de Randall Griffith. Oui. C'est ça. Griffith, comme tu le disais, c'est le père d'anesthésie moderne. Oui. À tel point qu'on dit en anesthésie, il y a deux époques. Il y a celle avant Griffith et il y a celle après Griffith. Pour montrer l'importance de la découverte de Griffith. En fait, sa découverte, elle repose sur la découverte d'un relaxant musculaire avant l'anesthésie. Le curare. Oui, à base du curare. Oui. Mais c'est pas la seule chose qui caractérise l'hôpital homéopathique de Montréal. Parce qu'en fait, il y a eu une innovation importante à l'hôpital. Par exemple, sous la direction de Griffith, la première salle de réveil après une opération dans le monde, c'est à l'hôpital homéopathique de Montréal que ça a eu lieu. Oui. La première salle de réveil. La première fois qu'on va traiter quelqu'un à distance, on va se servir de la radio, on va aller chercher l'aide de Marconi et on va traiter quelqu'un à distance à travers la radio. C'est à l'hôpital homéopathique de Montréal. Les premiers essais qu'on va faire avec la télévision pour faire de la télémédecine, c'est à l'hôpital homéopathique de Montréal. Ah oui. Alors, ce tout petit hôpital-là, qui avait une renommée énorme, probablement grâce à Griffith. Est-ce que tu penses que... en fait, il me semble que dis-moi si je me trompe, mais il me semble que j'ai lu que c'est parce que Griffith était homéopathe qu'il a pu faire le lien entre le curare, les petites doses qu'il a pu oser utiliser le curare. Je ne sais pas. C'est une bonne question qu'il faudrait chercher. Mais quoi qu'il en soit, Griffith, c'est un convaincu de l'homéo. Oui. Parce qu'encore, à la commission parlementaire en 1970, la commission parlementaire de 1970, c'est celle qui revise toutes les professions, particulièrement celle de la santé au Québec, puis qui va faire un rapport, le rapport qu'on appelle le rapport Neveu-Castonguay, et qui va, en fait, la commission de 1970, c'est la naissance de la carte soleil, de la carte d'assurance maladie, c'est la naissance de l'Office des professions. Et à ce propos-là, on revise toutes les professions, on voit qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, etc. Et puis, Griffith, à ce moment-là, il va dire que dans 70% des cas à l'hôpital, quand on essaie l'homéopathie, ça fonctionne. C'est super intéressant pour un directeur d'hôpital québécois qui dit
dans 70% des cas, Le taux de l'homéopathie succès est fonctionne. élevé, 70%, c'est pas rien. C'est étourdissant, là. Oui, oui, oui. Quand Et on- comment ça se fait comment ça se fait, hein? Comment ça se fait que En 70, l'hôpital soit fermé? oui, que... en 70, d'abord, on demande à ceux de l'association de se présenter, et puis ils se présentent. À cette époque-là, il y a 13 homéopathes inscrits dans l'Association homéopathique de Montréal. OK? Le plus jeune a 86 ans. Ils n'ont pas assuré la profession. Non, ils n'ont pas assuré. Non. Il est là. Le plus jeune a 86 ans. Il pratique encore. C'est moribond, ça. Alors, effectivement, on décide que l'association est moribonde, puis que ça ne vaut pas la peine de l'entretenir, puis on ferme les livres. Oh, Alors, c'est les triste, je ris, mais c'est pas drôle. Les homéopathes perdent leur statut légal qu'ils avaient depuis 1865. Hein. Alors, il faut attendre la fin des années 80 pour que ça renaisse, parce que partout dans le monde occidental, il se passe le même phénomène. En fait, on s'aperçoit des limites de la médecine moderne. On s'aperçoit de plus en plus de la résistance aux antibiotiques. Oui. Ça remonte aux années 50-60 où on commence à critiquer la médecine. Mais il faut attendre les années 70 là, pour que véritablement il y ait un mouvement de masse. Et puis ça, c'est partout dans le monde occidental. Oui. En Australie, en France. Parce qu'au début, avec l'avènement des antibiotiques, avec l'avènement de... La corticothérapie. Exactement, c'était extraordinaire. Ah, Donc, on pouvait délaisser l'homéopathie parce qu'on ne se pose pas de questions, on donne la même chose à tout le monde. Puis là, maintenant, après un certain temps, on en revient. C'est ce qui arrive avec les 2 guerres mondiales, parce que les 2 guerres permettent beaucoup d'expérimentation médicale. L'anesthésie fait des bonds de géants. Tout près de la Deuxième Guerre, c'est l'antibiotique arrive dans le décor. Et après ça, c'est la corticothérapie, c'est l'insulinothérapie avec Fleming. Alors, tout ça, ça révolutionne totalement la médecine qu'on connaît, qui est celle d'aujourd'hui. Ça révolutionne totalement la médecine parce qu'il faut savoir qu'avant cette époque-là, la médecine était un peu barbare. Les gens, ils ne voulaient pas se faire soigner. Il y avait pas des médicaments qui étaient des drogues puissantes qu'on contrôlait mal. C'est pour ça qu'ils sont allés vers des approches comme l'homéo, qui était douce et qui empoisonnait personne. Et qui était efficace. Puis qui était utilisable par les gens eux-mêmes. Aux États-Unis, on a développé c'est pas la première fois qu'on le fait, mais ça a pris l'ampleur nationale qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a développé le concept des trousses homéopathiques. C'est-à-dire, les mères de famille avaient à la maison une certaine quantité de remèdes homéopathiques qui étaient identifiés par des chiffres. Puis, quand il y avait un problème, ils faisaient la concordance entre des symptômes et puis tel remède. Et puis, les mères de famille pouvaient se débrouiller en attendant de consulter l'homéopathe. Oui, avec les remèdes d'urgence aussi. Avec des remèdes d'urgence. Les patients font ça. Hein. Exactement. Je leur fournis des trousses d'urgence. Exactement. Mais il faut bien faire la distinction entre les remèdes d'urgence et les problèmes qui sont... Et les problèmes aigus, chroniques, pour lesquels il faut consulter. Exactement. Moi, je fais ça, les trousses, c'est la même chose. Moi, je fais ça depuis que je pratique. Mais je m'aperçois qu'en fait, ça crée beaucoup d'intérêt par rapport à l'homéo. Ça amène les gens plus loin dans leur réflexion sur l'homéopathie. Ça les arrête pas juste au remède. Ils s'aperçoivent qu'en fait, les remèdes sont très limités. Eux-mêmes sont limités dans l'usage des remèdes. Ils s'aperçoivent qu'en fait, le remède a une portée beaucoup plus grande qu'ils croient. Et puis, ça les amène ailleurs. Ça les amène à consulter encore plus, d'ailleurs. Pour vous expliquer un peu, chers auditeurs, chaque remède homéopathique, on peut le voir un peu comme je dirais un peu comme un fruit, disons, hein, une orange. Dans l'orange, il y a la pelure qui est superficielle. Donc, on peut utiliser un remède homéopathique pour un aspect superficiel, par exemple une blessure ou si on parle de Cantharis, pour une brûlure, vous brûlez, tout de suite vous utilisez Cantharis. Donc, Cantharis peut avoir un aspect superficiel où on l'utilise pour une urgence. Mais il y a un aspect plus profond dans chaque remède, jusqu'au noyau, où on va utiliser le remède plutôt pour son aspect physiologique, émotionnel, ou quand on connaît bien l'homéopathie, comme homéopathe, on peut reconnaître chez une personne un besoin dans une maladie chronique ou dans une maladie aiguë pour tel ou tel remède. Donc, arnica, vous en avez entendu parler, apis mellifica, cantharis, les DOM sont des remèdes qu'on peut utiliser en urgence.
Apis dans une piqûre de guêpe, l'édome dans une piqûre d'insecte autre, selon que la plaie est blanche ou qu'elle est rouge. Mais qui ont une portée beaucoup plus profonde, en fait, que juste cet aspect-là. C'est ça. Hypericum, si vous faites une chute sur le coccyx, hypericum, c'est extraordinaire pour vous coincer le bout du doigt. Ouais. Mais chaque remède a aussi un aspect plus profond qu'on va utiliser pour des raisons plus aiguës ou chroniques. Donc, c'est important de connaître, découvrir les remèdes homéopathiques dans les urgences pour savoir comment vous pouvez faire une auto-guérison, une automédication sécuritaire. Mais pour tout ce qui est au-delà de la petite urgence, premier soin, là, c'est important de consulter des homéopathes professionnels parce que chaque remède a la capacité de provoquer chez une personne ce qu'il a la capacité de soigner. Donc, pour bien s'y retrouver, il faut avoir une formation complète. Et les homéopathes qui ont une formation complète, mais on les retrouve au SPHQ, qui est le syndicat professionnel des homéopathes du Québec, dont Denis Fournier, mon invité d'aujourd'hui, est cofondateur. Denis, c'est déjà tout le temps qu'on a, me dit Alain Hausson. Merci, Alain. Merci de m'avoir invité. Merci. J'espère qu'on a créé de l'intérêt pour cette... l'histoire de l'homéopathie, pour les homéopathes. C'est toujours tellement fascinant de t'écouter. Tu es plein de connaissances. Merci de ta générosité, de ton partage. Vous étiez à l'écoute de Profession homéopathe. Je suis Ingrid Schutt sur Radio Mieux-être et je vous dis bonne santé à tous. À bientôt.